séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Château-Richer, tenue ce lundi 5 février 2024 à 19h30 au deuxième étage du centre Olivier-Le-Tardy, à laquelle sont présentes Mesdames les conseillères Christine Plot et Guylaine Lefrançois et Messieurs les conseillers Vincent Latour, Éric Martineau, Maxime Roberge et Alexandre Richard, sous la présidence du maire M. Gino Pouliot. Sont également présentes la directrice générale Mme Magali Lavigne ainsi que moi-même, Karine Ovington-Greffière. Les membres présents à l'ouverture forment quorum et la séance ordinaire du 5 février 2024 est déclarée légalement constituée et ouverte à 19h32. Merci beaucoup. Donc, bienvenue tout le monde d'être présent ce soir en grand nombre encore une fois. Donc, c'est toujours agréable d'avoir des gens qui assistent aux séances du Conseil. C'est ce qu'on voulait, puis disons que l'objectif est atteint. Je voudrais aussi saluer les gens qui sont joints à nous là, via le Zoom, parce qu'on permet aux gens de pouvoir assister aussi en direct là, au niveau des séances. Et on dit aussi bonjour aux gens là, qui vont assister à la rencontre et ils vont pouvoir visionner là, via la télé d'ici. Donc, sans plus tarder, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, l'ordre du jour respecte le règlement là, qui est relatif là, à la régie interne au niveau des séances du Conseil. Et considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance de l'ordre du jour préalablement à la séance et qu'ils renoncent à la lecture, mais je vais quand même préciser 2 points. C'est qu'à l'ordre du jour, au point 12.1, à Varia, on a ajouté un point là, qui est l'octroi d'un contrat là, pour la réalisation d'une étude géotechnique pour le projet de réfection de la rue de l'Église, Pichette, Trépanier et du Couvent et la rue La Plante. Et le point 12.2, c'est l'acceptation de l'entente de principe là, qui est intervenue avec les salariés là, de la ville de Château-Richer. Donc, je vais demander aux gens, un proposeur ou une proposeuse. Je propose, M. Donc, le maire. Mme Guylaine Lefrançois propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'amendé. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous allons procéder maintenant au procès-verbal de la rencontre à l'adoption du procès-verbal de la rencontre du 8 janvier 2024. Donc, considérant que les membres du Conseil en ont pris individuellement connaissance pour la rencontre du 8 janvier et qu'ils renoncent à la lecture du procès-verbal, j'aurais besoin d'un proposeur ou une proposeuse. Je propose. Donc, Mme Christine Plot propose d'accepter le procès-verbal de la séance du 8 janvier 2024 tel qu'adopté. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous allons maintenant procéder au point 5.1, qui est les comptes généraux pour la période du 31 janvier, du 1er au 31 janvier. Donc, comme on fait à l'habitude, on nomme toujours les montants qui sont supérieurs à 5 000 $. Donc, on retrouve là, au niveau de la MRC, la cote de la Côte de Beaupré. Donc, on a un montant de 38 453,49 sous pour les frais d'incinérateur, entente et qui sont privés qu'eux autres. On a aussi Tremblay-Bois, Mignot. Donc, des frais honoraires au niveau des avocats, 32 925,93 $. Nous avons aussi également la Fédération québécoise des municipalités, donc qui est de 4 918,27 $. C'est les frais d'adhésion. Parce qu'on est membre de la fédération, puis on a aussi droit à des services là, par rapport en étant membre, donc des services, je dirais, techniques et des services au niveau d'ingénierie, tout ça. Donc, c'est des coûts qui sont inférieurs à d'autres firmes là, qu'on peut utiliser. Aussi, la Ville de Beaupré, donc l'entraide au niveau du service d'incendie, on en a pour 10 191,19 $. Nous avons aussi TCF Transport, donc camion de déneigement, il y en a pour 5 820,60 $. Au niveau de la FQM, des services coopératifs de solidarité, donc là aussi des soutiens techniques qu'on a. Donc, on en a pour 9 054,28 $. CSG Énergie, donc du diesel clair, on en a pour 10 703,02 $. Après ça, chemin de fer Charlevoix, donc c'est l'entretien des passages à niveau pour 2024, donc c'est aux frais de 33 784,48 $. Déneigement Daniel Lachance, dont location pour l'éco-centre Les Pierres et Abrasifs, donc on en avait pour 7 335,92 $. Nous avons également pour l'Agence de revenus du Canada, donc on en a pour 18 239,67 $. Ministère du Revenu, 49 485,34 $. Hydro-Québec, 18 877,08 $.
Habituellement, on roule aux alentours de 10 000, mais là, on a eu un bon mois. Bénévoles, donc d'assurance collective, pour janvier 24, là, on en a pour 7 915 et 57. Et les camions Globocam, donc c'est une réparation mécanique là, pour un différentiel en avant d'un camion, pour 14 288 et 63 sous. Donc, le sous-total est de 317 791 et 75 sous. Les salaires pour le janvier 2024, on en a pour 15 510 et 54 pour un total de 333 302 et 29. Donc, considérant que le conseil municipal prend en considération la liste des comptes à payer pour janvier 2024, considérant qu'en vertu de l'article 477, là, tous les fonctionnaires ou employés qui accordent une autorisation de dépense doivent indiquer dans un rapport les montants. Ça a été fait. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur ou une proposeuse. Je propose, M. Donc, le maire. Mme Lefrançois propose d'approuver la liste des comptes à payer qui totalise le 333 302 et 29 là, pour la période qui se termine au 31 janvier 2024. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous avons une autre liste à faire adopter au niveau des comptes généraux également. C'est celle qui termine et qui complète en réalité le mois de décembre 2023. Donc, on a la Fédération québécoise des municipalités, là, de l'accompagnement qu'on a eu encore pour des devis techniques pour la réfection de la rue de l'Église et les compteurs d'eau. Donc, on en a pour 5 546 et 9 sous. Compasse minérale, encore une fois, sel glace en vrac, il y en a pour 6 186 et 92. Le Bureau Veritas Canada, donc l'analyse d'eau pour septembre à décembre, il y en a pour 4 346 et 96. Tetra Tech, donc c'est de la formation là, pour les compteurs d'eau. Il y en a pour 4 502 et 72. La municipalité de Bois-Châtel, donc on a une entente avec eux, donc entente TPI, deuxième trimestre, et l'utilisation du système là, pour en cas d'incendie. Donc, 24 208 et 09. Fédération québécoise des municipalités, encore une fois, donc honoraires pour l'eau potable, les eaux usées et la rue de l'Église. Donc, on a eu beaucoup de recours à eux autres. 12 116 et 86, on vous en avait fait part qu'à l'automne, là, dès le mois d'octobre, novembre et décembre, on avait entrepris beaucoup de dépenses là, parce qu'il fallait évaluer des travaux qui étaient à faire et qu'on va faire aussi au printemps qui s'en vient. Et il y a Paradis Aménagement urbain, là, donc des travaux auprès de la bibliothèque, là, il y en a pour 6 750 et 37. Donc, pour un total de 68 721,67, ce qui complète les dépenses là, du mois de décembre là, 2023. Donc, considérant que le conseil municipal prend en considération la liste pour 31 décembre 2023 et que ça respecte là, toutes les dépenses qu'on doit déclarer qui ont été autorisées. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur ou une proposeuse. Je propose. Donc, Mme Lefrançois propose d'approuver la liste des comptes supplémentaires à payer, totalisant la somme de 68 721 et 67 qui se termine au 31 décembre 2023. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous sommes maintenant rendus au point 5.3. Je vais passer la parole à Mme Plot. Merci, M. le maire. Donc, 5.3, renouvellement du contrat d'assurance du 1er mars 2024 au 1er mars 2025. Donc, c'est une assurance globale là, qui est pour la municipalité, pour toutes nos bâtisses et responsabilités civiles. Donc, considérant la réception d'un avis de renouvellement du contrat d'assurance municipale avec la Mutuelle des municipalités du Québec pour la période du 1er mars 2024 au 1er mars 2025, en conséquence, je propose d'autoriser le renouvellement du contrat d'assurance municipale pour la période du 1er mars 2024 à celui de 2025 avec la Mutuelle des municipalités du Québec et d'autoriser le paiement de la facture au montant de 115 837,57 $, taxes incluses. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. En pensant, il y a une différence environ de 9 000 $ de plus là, en termes de frais que l'an passé là, par rapport au renouvellement de l'assurance et de l'augmentation qui est normale au niveau des assurances. 5.4, l'autorisation de paiement pour la quote-part pour l'Ummobile pour l'année 2024. M. Roberge. Merci, M. le maire. Bonjour tout le monde. Donc, autorisation de paiement pour la quote-part de Plummobile, considérant que la Ville de Château-Richer a délégué sa compétence en matière de transport collectif et adapté à l'MRC de la Côte-de-Beaupré par une entente intermunicipale qui autorise la MRC à sous-déléguer cette compétence à toute personne autorisée par la loi. Considérant que la MRC a confié à Développement Côte-de-Beaupré l'organisation et la gestion du transport collectif et adapté pour les municipalités de la MRC de la Côte-de-Beaupré. Considérant que Développement Côte-de-Beaupré a accepté d'organiser et de gérer le service de transport collectif pour les deux MRC, ça inclut l'île d'Orléans,
et qu'un contrat de transport a été octroyé le 6 octobre 2022. Considérant que les municipalités locales participantes contribuent financièrement aux services de transport dont elles bénéficient. Considérant que le conseil municipal a pris connaissance des prévisions budgétaires adoptées par Développement Côte-de-Beaupré et qu'il accepte et approuve ces prévisions. Considérant que la quote-part de la ville de Château-Richer a été établie à 32 915 $, ce qui représente 7,25 $ par habitant pour l'année 2024. Considérant que le 7,25 $ de la quote-part inclut le transport collectif et le transport adapté dans la municipalité. Considérant que la quote-part de la municipalité est conditionnelle à la participation financière du ministère des Transports, je propose donc que le conseil municipal de la ville de Château-Richer accepte de payer la quote-part pour l'année 2024, une somme de 32 915 $ à Développement Côte-de-Beaupré. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous sommes maintenant rendus au point 6, qui est le suivi des points d'information. Donc, je vais passer la parole à monsieur... On va passer le point 1. On va passer le point 1. Ouais. Donc, nous sommes à monsieur Martineau. Oui, bonjour. Alors, appel de candidature pour le comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Considérant là, qu'on a 2 postes à combler sur le comité, je fais appel à d'éventuels candidats, des personnes intéressées à l'architecture, l'urbanisme, le patrimoine, s'ils veulent bien faire parvenir leur CV à la réception de l'hôtel de ville. C'est c'est dur. Oui, ben, des curriculum vitae, là, parce qu'on demande quand même là, d'avoir certaines connaissances là, connexes là, à tout ça. Là. Donc, on demande on fait appel à vos candidatures. Merci. Madame Plot. Oui, merci. Donc, premièrement, ben, je veux vous parler du centre de généalogie. Donc, sachez que notre centre de généalogie de Château-Richer est à la recherche de photos pour pouvoir ajouter à sa banque de 5000 photos qu'ils ont déjà en banque pour un projet qui va être dévoilé là, au début de l'été. Donc, nous recherchons spécifiquement des photos qui sont en lien avec les commerces qui ont eu lieu soit à Château-Richer ou sur la côte de Beaupré. Puis, vous pouvez faire parvenir ces photos-là, si vous en avez, soit par courriel à généalogie.chateauricher@gmail.com, donc tout ça sans accent, ou ben, vous pouvez aussi vous présenter là, au centre lors des heures d'ouverture qui sont normalement les jeudis et vendredis entre 10h et 16h. Donc, si vous en avez, là, c'est important de pouvoir partager ça parce que même s'il y a déjà une banque de 5000, je suis sûre qu'il y a plein de gens là, dans la communauté qui auraient encore des photos à nous partager. Deuxièmement, je veux parler de la fête du Château-Blanc, donc de remercier tous les citoyens et puis bénévoles là, de notre ville qui ont répondu présent lors de notre événement annuel là, qui a eu lieu en fin de semaine, ce week-end, donc la fête du Château-Blanc. Ça a été une merveilleuse journée, la température était de notre côté, puis les participants, là, ils ont pu profiter toute la journée de plein d'activités là, vraiment variées, là, autant pour les plus petits que les plus grands. Puis dans l'après-midi, on a eu la visite de mascotte du bonhomme carnaval, donc ça, c'est quand même chouette. Puis, ben cette année, en soirée, la fête se continuait, donc avec une disco patin, il y avait une promenade aux lanternes, puis aussi une magnifique, puis là, c'était vraiment chouette, ça, envolée de lanternes. Donc, ben, merci à tout le monde qui était là, puis qui ont pu, aussi à tous nos bénévoles. Évidemment, ben, on est déjà en train d'imaginer puis de planifier là, notre édition 2025. Alors, si vous avez des commentaires ou suggestions, ben, vous pouvez me contacter là, au cplo@chateauricher.qc.ca. Et puis on peut profiter parce que Oui. Ben oui, Dania est là. que ça serait à propos de ce Ben oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Effectivement, merci C'est beaucoup pour vraiment le travail qui a été fait parce que c'est une somme de travail quand même énorme. Oui. C'est une journée qui roule assez vite, mais ça prend beaucoup de planification. Il y a beaucoup de retours de téléphone à faire, à aller contacter les gens, faire des suivis. Donc, puis merci aux gens qui ont été là comme bénévoles aussi. Puis aux gens qui se sont joints aussi à l'équipe avec Dania là, pour s'assurer de la bonne démarche de la journée en réalité. Là. Donc, on a beaucoup apprécié. Moi, je dois vous entretenir sur 2 sujets. Donc, la rencontre avec les commerces, là, ce qu'on appelle les immeubles non résidentiels. Donc, on sait qu'avec le budget qu'on a fait cette année, on a eu à ajuster beaucoup au niveau de la contribution de tout le monde, au niveau de la répartition là, pour les taxes municipales.
On avait convoqué environ 140 personnes, convié 140 personnes environ, commerçants, propriétaires de commerce là, à la rencontre. Il en est venu environ 25. C'était une belle rencontre qui était quand même, j'ai trouvé très productive et a eu des échanges assez importants par rapport à ça. Ça nous a permis d'expliquer aux gens là, comment on avait réparti en réalité là, au niveau de la contribution de tout le monde là, pour les taxes municipales, parce qu'on ne voulait pas que ce soit juste le résidentiel qui soit plus taxé, mettons. On voulait qu'il y ait un équilibre là-dedans. On s'était engagé à ça aussi au niveau de... quand on s'est présenté là, au niveau de l'équipe de conseil. Donc, on a atteint cet objectif-là, on a expliqué aux gens. On a démontré aussi depuis 2024 qu'il n'y avait pas vraiment eu d'augmentation et qu'il y avait eu des baisses substantielles aussi dans des années, là, au niveau des années 2008-2016, dans ces années-là. Et puis, ça avait eu d'autres hausses qui avaient été faites par l'ancienne équipe aussi, mais on était quand même, je dirais, quasiment 1% de différent avec les autres villes de la Côte-de-Beaupré. On était encore un petit peu en deçà, mais on trouvait que d'équilibrer ça de cette façon-là, c'était correct. Puis on expliquait aussi tous les ajustements qui ont été faits. Parce que vous savez qu'il y avait eu la plainte qui avait été faite par l'Audi au niveau de la taxation, au niveau des services là, pour l'utilisation de l'eau, que ce soit l'eau usée ou l'eau potable. Puis il fallait ajuster aussi pour, si on veut, taxer les gens correctement là, au niveau de chacun des services qu'ils devaient recevoir. Donc, on a expliqué ça, tout ce processus-là. Il y avait deux autres dossiers importants avec eux autres, ce qui était la collecte là, des matières résiduelles là, au niveau commercial, parce qu'il y a eu des changements qui remontaient à 2016 avec l'utilisation de l'incinérateur et les ententes qu'il y avait eu aussi avec la MRC et tout ça. Donc, on avait des obligations à rencontrer qui étaient différentes de celles qu'il y avait eu avec l'ancien contrat. Ça avait créé des frustrations, mais on avait profité de la situation pour leur expliquer ça. Et il y avait aussi l'arrivée des compteurs d'eau, là, qu'on sait que pour 2025 septembre, qu'on doit les installer dans les commerces. Et on a expliqué un peu la procédure de façon large parce qu'on n'a pas tout eu les détails là, du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Et on expliquait aux gens là, comment on allait procéder dans ce dossier-là. Et c'est sûr qu'on les annonçait trois situations où il y avait des coûts pour eux autres, mais en même temps, il fallait prendre le temps de le faire. Puis comme je le dis, ça s'est bien passé. Puis je suis content que l'équipe ensemble, qu'on ait décidé de les rencontrer et d'expliquer aux gens le contexte. Puis c'était bien accueilli. Donc je voulais vous le partager. L'autre point que je voulais vous parler, c'était au niveau des négociations des frais d'avocat. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont circulé sur Internet et ailleurs. Puis on a rencontré des gens aussi qui se préoccupaient, là, parce que des fois, le jeu du téléphone arabe, ça change un peu les affaires. Ce que j'aimerais préciser aux gens, tout à l'heure, on a parlé qu'il y avait 32 ou presque 33 000 de frais d'avocat là, qui ont été faits, mais c'est des frais d'avocat qui ont débuté. Là, ça couvre la période, je dirais, de la mi-octobre jusqu'au 21 décembre, là, ces frais-là. Mais pour ce qui concerne la négociation, là, c'était 2 700 que ça nous a coûté, là, parce que des fois, il y a des procédures où ça prend vraiment, faut être représenté par un juriste dans ces choses-là. Puis si on ajoute les taxes, ça fait environ 3 300 $. Fait que sur la somme qu'on vous a annoncée tout à l'heure, il y a seulement 3 300 le taxe incluse là, qui concerne le dossier là, qui est en lien avec la négociation. C'est des droits qui ont été utilisés et qui sont prévus au Code du travail. Donc, nous, on devait répondre à ces dispositions-là, puis on n'avait pas le choix de procéder de cette façon-là. Mais c'est pas des sommes astronomiques comme certaines personnes pouvaient penser. Les autres frais sont reliés à des frais là, de consultation au niveau de l'urbanisme et des frais de cours également qu'on a avec la cour municipale. Puis lorsque les gens ont des tickets qui comptaient, sont tous présentés, puis on doit faire des représentations, donc ça occasionne aussi des frais. Donc, tous les frais sont là-dedans. Donc, ça termine mes points. Je vais passer la parole à Mme Lefrançois. Merci beaucoup. Alors, en décembre, moi et Alexandre, on est allés rencontrer un jeune entrepreneur dynamique, super fin, Alexandre Lemieux, qui s'est installé sur le boulevard Sainte-Anne à Château-Richer. Son entreprise, c'est Nolex Équipement. Donc, l'entretien de petits moteurs, puis il vend aussi là, des tondeuses, des souffleurs. Donc, on a fait une petite vidéo qu'on va vous présenter ce soir. Alors, bonjour à tous. Je me présente, Guylaine Lefrançois de la belle ville de Château-Richer. Alors, toujours dans la continuité de faire connaître ou faire mieux connaître les entreprises de chez nous, aujourd'hui, il nous fait vraiment plaisir de vous présenter M. Alexandre Lemieux de Nolex Équipement. Bonjour, M. Lemieux. Bonjour. Merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. Monsieur Lemieux, dites-nous de quand vous êtes ouvert ici à Château-Richer et parlez-nous un peu de votre parcours entrepreneurial.
Ben, dans le fond, nous, on a commencé ici, on a été déménagé à partir du 2 octobre de cette année, de l'année 2023. Puis, comment ça a commencé? Au départ, ça fait environ 5 ans qu'on a commencé notre entreprise. Au départ, on a commencé ça juste en réparation dans notre garage personnel. Puis, au fil du temps, la clientèle augmentait, puis on avait beaucoup de demandes. Donc, on a décidé de se partir en affaires. Puis, ça a continué. Plus on a eu de clients, plus on a décidé de continuer de grossir pour la croissance. C'est bien, c'est une belle réussite. Bravo. Dites-nous, quels sont les produits et services que vous offrez? On s'est spécialisé dans le style, tout ce qui est scie mécanique, débroussailleuse pour la foresterie. Après ça, tous les accessoires reliés à ça, les haches, les pics à bois, les gants. On a toute la gamme style au complet. Ensuite, les produits à batterie pour tout ce qui est égaux. Les tondeuses aussi pour l'été. C'est vraiment des produits à batterie de haute qualité. Ensuite, on a Coop Cadet, tracteur à gazon, tondeuse, les siffleuses pour l'hiver aussi. On s'est spécialisé aussi dans la réparation pour les siffleuses Honda. C'est comme ça à la base qu'on a commencé. Okay. On ne vend pas de neuf malheureusement dans Honda, mais on a beaucoup d'usagers pour casquer des siffleuses. Ça serait pas mal ça, je te dirais. C'est bon. Et puis, quand on achète un neuf, est-ce que vous offrez un service de financement? Oui, exactement. Pour tous les produits Coop Cadet, on a du financement à faire. On a du 0,9%, exemple, sur 12 mois, puis ça peut aller jusqu'à 2,9% sur 36 mois. Okay. L'été aussi, on a différents programmes. Pour tout ce qui est les produits usagés, on n'a pas de financement. C'est normal. Oui, c'est normal. C'est normal, mais on offre quand même une garantie sur tous nos produits usagés d'environ 1 an. OK, c'est bien. Dites-nous maintenant comment et quand on peut vous rejoindre. On est ouvert de 8 à 5 toute la semaine. Il y a seulement le vendredi qu'on ferme à 3h30. Okay. La fin de semaine, on est fermé. On est rejoignable au 418-824-4261. Puis on est au 75-70 Boulevard Saint-Anne. Parfait. Vous avez un site Facebook aussi. On a une page Facebook, on a une page Instagram, on est beaucoup actifs sur les réseaux sociaux. On a aussi Marketplace, qu'on vend beaucoup de machines par là. Okay. Puis on a un site internet aussi, nolexequipement.com. Très bien. Alors, merci beaucoup. Ça fait un grand plaisir de vous rencontrer aujourd'hui, M. Lemieux. Merci beaucoup. Alors, si comme M. Lemieux, vous êtes un entrepreneur et vous désirez faire une capsule avec nous, ça va me faire vraiment plaisir. Vous pouvez me contacter à mon courriel glecommercial@châteauricher.qc.ca. Merci et on se dit à la prochaine capsule. Fade out. T'avais autre chose à ajouter? Non, c'est beau. Bon, merci à vous deux, c'est gentil. Puis, l'entreprise. Merci Alexandre, merci. Ça fait un petit bout de temps qu'on a commencé, ça fait peut-être 1 an qu'on a commencé à faire des vidéos lorsqu'on a le temps, parce que ça demande quand même beaucoup de travail. Là, il y a Guylaine qui est notre vedette, là, mais Alexandre participe beaucoup. C'est pour filmer aussi, puis on fait les montages avec l'aide aussi de Christine Plot. Là, donc, c'est homemade, là, mais c'est bien fait, puis ça met en valeur en réalité nos entreprises. Puis on vous encourage aussi à venir visiter, puis à venir utiliser, puis acheter chez nos commerçants là, de la Côte-de-Beaupré, mais principalement de Château-Richer. Je vais passer la parole à Alexandre, je l'ai oublié tout à l'heure. Merci, M. le maire. Donc, en fait, je voulais faire un appel de candidature aussi pour la commission consultative citoyenne. Donc, il nous manque toujours des membres pour la commission et c'est une belle opportunité pour vous. Ça ne demande pas énormément de temps. Normalement, c'est une rencontre par mois. Et évidemment, quand il y a des consultations, des fois, ça peut être 2 rencontres, en fait, là, pour couvrir la consultation quand c'est nécessaire. Donc, on a déjà fait 2. Ça s'est très bien déroulé. Et on cherche maintenant d'autres membres là, pour vraiment avoir une équipe pleine. Je vous invite donc à soumettre votre candidature, là, soit directement là, à la ville de Château-Richer. Vous pouvez aussi m'écrire directement à mon adresse courriel là, de la ville et envoyer votre CV là, au même titre que le CCU. Donc, on fait compétition, là, mais je vous invite à m'écrire personnellement. Puis si vous voulez avoir davantage de détails aussi sur le rôle de la commission consultative citoyenne, là, qui est quand même nouvelle, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci, Alexandre. Donc, ça conclut notre période, en réalité, de nos suivis de points d'information
sommes maintenant rendus au point 7, qui est la période de questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Monsieur Hérault? OK, c'est bon. Pardon. J'ai été interpellé par le générique. S'il vous plaît, Monsieur Véraud, vous identifiez, s'il vous plaît. Claude Véraud, rue du Couvent, Château-Richer. Merci. Bonsoir tout le monde. J'ai été interpellé par le générique après la capsule vidéo. Encore une fois, ça va rejoindre une remarque que j'ai déjà faite ici. J'ai bien lu toute l'équipe de Gino Pouliot Agir ensemble. Alors, est-ce que ces capsules-là sont produites par la Ville ou par un parti politique? C'est toujours le même problème. Je vais vous répondre. Là, la capsule est faite, c'est faite maison. C'est nous qui les faisons. Donc, c'est les membres du conseil qui le font sur leur temps aux autres là, pour promouvoir, là, si on veut, les... Oui, d'accord, Monsieur le maire, mais les membres du conseil, pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas là. On va rectifier ça. Bon. Quelqu'un d'autre? J'ai droit à 2 questions? Bon, oui, allez-y. Bon. Récemment, c'est-à-dire en décembre dernier, le journal Les Médias de Québécois ont rendu disponibles les salaires de tous les élus des municipaux du Québec. Et moi, j'ai fait un exercice, j'ai comparé les salaires des élus des 8 municipalités qui faisaient partie de la municipalité régionale de la Côte-de-Beaupré. Si on considère que la population de ces 8 municipalités-là est d'un peu plus de 30 000 habitants, toujours selon les données fournies par le site de Québécois, la rémunération des 8 maires de la MRC totalise plus de 500 000 $, ce qui équivaut à plus de 2 fois le salaire de la mairesse de Montréal, dont la population compte pourtant presque 2 millions d'habitants. Pour moi, c'est beaucoup d'argent pour des petites municipalités qui, comme la nôtre, font face à d'importantes difficultés financières, comme le rapportait encore la semaine dernière Le Soleil. D'autre part, on remarque aussi une très grande disparité dans les salaires des élus, même pour des municipalités de population comparable, par exemple Beaupré et Château-Richer. À l'intérieur d'une même municipalité, certains conseillers ont des primes et d'autres n'en ont pas. C'est le cas à Château-Richer où seulement 2 des conseillers sur 5 ont des primes et la prime n'est d'ailleurs pas la même pour les 2. Alors ma question est toute simple. Quels sont les critères qui servent actuellement à fixer les salaires des élus et les primes accordées aux élus? Merci. Le salaire des élus, comment ça fonctionne, il y a un règlement qui existe présentement qui a été, je dirais que c'est un petit peu uniforme là, sur la côte de Beaupré complet. Là, donc, c'était ce qui était prévu, c'était 2% minimum ou selon l'IPC. Donc, c'est ce qui était voté, c'est ce qui est en vigueur présentement. Par contre, les salaires, comment c'est déterminé, bien, c'est un petit peu aussi, on y va un peu en fonction des, je dirais, des sous, puis la volonté politique d'aller jouer là-dedans, si on veut, de l'augmenter ou de ne pas l'augmenter. Ça, je dirais qu'il y a ça aussi en même temps, parce qu'il y a quand même des villes où ils ont décidé d'augmenter le salaire du maire ou de la mairesse, peu importe, là, dernièrement. Puis c'est un choix qui est fait là, par l'équipe locale, là, puis qui est là pour un peu, je dirais, rémunérer ou reconnaître le travail qui est fait par la personne. Donc, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règlement autre que ceux qui sont au niveau municipal qui peuvent s'appliquer dans ce contexte-là. Par rapport au salaire des conseillers, bien, l'augmentation est basée sur la même façon. Par contre, il y a un comité qui s'appelle la Régie des eaux usées. Puis comme c'est une régie, puis c'est encadré par une espèce de règle ou de loi, ces gens-là reçoivent une rémunération additionnelle là, de quelques cents dollars là, pour l'année au complet, là, si je ne me trompe pas. Donc, c'est le seul groupe. Tous les autres comités qu'on assiste, les CCU, les CCC, peu importe le comité, c'est tout inclus dans notre salaire en réalité. Donc, les conseillers ont environ 14 000 $ par année. Puis ça inclut tout le travail qui est fait là, durant tout le mois. Là. 14 000 $ par année, oui, c'est ça. Ça inclut, là, le salaire, là, c'est divisé sur 12 mois, mais ça inclut pour tout le travail qui est fait durant l'année. En réalité, il n'y a pas vraiment de critères, c'est ça que je comprends. Il n'y en a pas de critères. Il n'y en a pas de critères, puis en même temps, je dirais, un des critères qu'il va falloir qu'on se penche à un moment donné, puis il faut qu'on regarde, c'est si on veut avoir quelqu'un qui est ici, qui travaille à temps plein pour la ville de Château-Richer, ça vaut combien, exemple, un salaire? Puis ça, il va falloir que les gens s'y penchent à un moment donné, parce qu'il y a des élections, puis si on veut avoir des gens
qui veulent s'investir puis faire le travail, autre que des gens qui sont retraités, là. Il va falloir qu'on y pense à un moment donné parce que tu ne peux pas quitter ton travail pour occuper des fonctions à temps plein pour environ 30 000 qui est donné présentement par la ville de Château-Richer, 33 000 là. Mais avec la MRC, ça donne environ 50 000 par année, là. Mais c'est tout le travail qui est fait à la MRC, dans les comités de la MRC, plus les comités de la ville, plus le travail qu'il y a à faire à la ville. Donc ça, il va falloir qu'on y pense à un moment donné parce qu'il n'y a pas personne qui va quitter un travail à 50 000, à 55 000, 60 000, 70 000 par année pour s'en venir comme maire à temps plein ou mairesse. Là. Ma question, M. le maire, c'est est-ce que des petites municipalités comme la nôtre, qui sont confrontées à des difficultés financières comme la nôtre, vous avez vous-même parlé dans le soleil, vous avez dit qu'il fallait choisir, fallait laisser tomber les fioritudes. Là. Oui. Alors, moi, je regarde l'ensemble du salaire des élus à la MRC. Là, si j'ajoute tantôt, j'ai parlé d'1,5 million pour les maires, mais si on prend en compte les conseillers, c'est 1,5 million que ça coûte. Mm-hmm. Est-ce que l'avenir, ça ne serait pas plutôt au regroupement régional, ce qui permettrait aussi peut-être je pense qu'il faudrait faire des pressions auprès du gouvernement pour revoir un petit peu Pour répondre à cette question-là, c'est qu'il y a déjà des démarches qui sont faites avec la FQM, parce qu'on est partenaire avec la FQM, puis on va dans les congrès, là, puis on sait qu'il y a beaucoup de travail qui est fait avec eux autres, avec le gouvernement, pour regarder, pour voir, pour essayer d'encadrer ce genre de choses-là, puis légiférer ça. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres fusions municipales comme il y a eu dans le passé, ou des recoupements, des choses comme ça? C'est toujours possible, il n'y a rien d'impossible. Est-ce que c'est souhaitable? C'est discutable. Mais pour l'instant, il n'y a rien à l'horizon par rapport à ça. Là. Mais je comprends votre questionnement, là, mais il n'y a rien de prévu par rapport à ça. C'est bon? Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Ah, oui. Il reste du temps. Il reste du temps, mais... Ouais. Oui, bonjour. Jérôme Verreau. Je vais revenir sur le salaire des élus, comme ça a été parlé. Pour 2024, le Conseil a fait le choix de s'octroyer une augmentation de 2 %. C'est ça que notre conflit. Au lieu de l'IPC qu'on aurait pu. Ouais. Mais quand on lit le règlement 568-19 qui a été adopté par une ancienne équipe, c'est inscrit à partir du 1er janvier 2020 et pour chaque exercice financier subséquent, la rémunération et l'allocation de dépenses des membres du Conseil sera indexée selon l'IPC avec un minimum de 2 %. Donc, si l'IPC est plus haut, il faut aller plus haut. Donc, tu sais, tantôt, je vais parler du document que nous avons envoyé avec la mise au point pour la convention collective. T'sais, vous dites qu'il faut s'en tenir au budget voté, mais comment ça que vous n'êtes même pas... Pourquoi le Conseil n'est pas capable d'appliquer son propre règlement, sa propre rémunération pour établir son propre budget? Bien, je pense qu'il y a une marge de manœuvre là-dedans, puis il y a une latitude au niveau du Conseil municipal, puis on n'est pas la seule ville qui a fait ça. OK? Il y a des gens qui sont allés avec l'IPC, mais c'est pas la seule ville. La première année qu'on est arrivé, on a eu 2 % même si l'IPC était à 3 et quelques cette année-là. La deuxième année, on est allé avec l'IPC qui était à 6,3 à peu près qu'on avait eu. On se l'est fait reprocher, pas juste une fois. Mais je pense que les gens ne comprennent pas, je pense, le contexte ou les circonstances ou peu importe la façon que ça fonctionne. Et cette année, par choix, on a décidé d'y aller avec un 2 %. On s'est dit sur une moyenne de 3 ans, ça sera 2,5 à peu près qu'on aura eu. Là. Donc, c'est un choix qu'on a fait comme équipe. On n'était pas obligé de le faire, mais on l'a fait comme ça parce qu'on s'est dit, on demande à tout le monde de contribuer, entre autres, les gens qui payent des taxes. Fait qu'on a dit, nous, on voulait proposer un geste, je dirais politique, là, à saveur un peu humaine par rapport à tout ça, puis on comprenait la situation des gens. Fait qu'on est allé de cette façon-là. C'est un choix qu'on a fait. Mais vous comprenez que vous n'êtes quand même pas conforme à votre propre règlement que vous avez adopté. Mais comme je dis, on a une latitude. On pourrait en revoter un autre règlement et dire qu'il y a un maximum, même si les PC montent à 10, qu'il y aurait un maximum, on peut faire ça. Là, ça n'a pas été changé, puis disons qu'on a d'autres priorités, mais on a décidé à l'interne de le faire nous autres mêmes. Bien, tu sais, une ville, elle fonctionne par du cadre légal réglementaire. C'est pas le gouvernement qui vous l'a imposé, c'est un choix que le Conseil a fait. Vous n'êtes même pas capable de respecter ça, puis vous me dites que respecter le budget, respecter les lois, les règlements, c'est important, mais tu sais... On l'a respecté, là. Non, faut pas penser parce qu'on s'est voté un montant inférieur à ce qui était permis de faire qu'on ne l'a pas respecté. On a fait un choix à l'intérieur de ce cadre-là. Tu sais, on aurait pu décider d'y aller au maximum, on aurait pu décider d'y aller avec 2 %, avec 3 %, on a dit 2.
Mais c'est un choix qu'on a fait. À l'intérieur de ça, il y a toujours des marges de manœuvre. Pas parce qu'on s'est voté 2 que ça veut dire qu'on ne l'a pas respecté. Là. Ça ne veut pas dire ça. Bon, en tout cas, je vous invite à lire vraiment l'article 4 de ce règlement-là de la manière qui est écrit. Parce que, On demandera une rétro. Hein? On va le mettre à 5. Ben, vous pouvez le modifier, ce règlement-là. C'est votre prérogative. Vous êtes Oui, oui. Si vous décidez que vous avez décidé que c'était 2, puis... Bon, on ne s'obstinera pas là-dessus, M. Véro, mais disons qu'il y avait d'autres priorités que de jouer là-dedans. Là. Oui. Ben, respecter des lois et des règlements, je pense que c'est un objectif premier d'une municipalité aussi. Oui. D'accord avec vous. Oui. Deuxième point concerne ce qu'on avait reçu par la Poste concernant la mise au point sur les relations de travail. Oui. Il y a beaucoup de chiffres qui sont véhiculés, qu'on a de la misère un petit peu à suivre, mais tout d'abord, dans une des pages que vous mentionnez, c'est marqué sur le Conseil estime impératif d'éviter. Vous dites qu'une augmentation globale minimale de 17 a été octroyée. C'est-tu minimal ou c'est maximal l'entente? J'ai pas compris ce que vous avez dit, là. Une augmentation? C'est pour les syndiqués, c'était sur la durée de la convention collective, le 17 Mais vous dites une augmentation globale minimale de 17 C'est-tu minimal ou c'est maximal? Parce que là, si vous dites que j'ai écrit minimal, c'est parce que c'est minimal. Ça veut dire parce qu'il y a eu du rattrapage, il y a eu des choses comme ça. Là. Mais ça, c'est ce qui avait été négocié. Là. On a respecté cette entente-là. Ben, c'est-tu minimal 17 ou c'est maximal 17 que vous voulez aller avec vous avez lu que c'était marqué minimal, donc c'est minimum. Fait que s'ils vous demandent 19, vous pouvez leur donner 19. Si non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est parce que là, ce qui est écrit là-dedans, c'est qu'on a octroyé 4 pour 2023, 2024, 3 par année les 3 années qui suivent. Ça fait 17 Puis après ça, il y a du rattrapage pour certains types d'emplois. Puis ça, on l'a indiqué aussi, je pense, ou en tout cas, il y avait du rattrapage de prévu. Donc, pourquoi qu'on a fait ça? Parce qu'à un moment donné, il y a des étudiants qu'on embauchait l'été qui gagnaient plus que nos employés qui travaillaient, qui sont là à l'année, puis qui ont le demande de rentrer à tous les matins, puis de venir faire le travail pour lequel on les rémunère. On se disait que c'était un non-sens de ne pas... ça, c'était convenu là, ensemble avec la partie syndicale, que c'était un non-sens de ne pas rémunérer les gens adéquatement. Fait qu'on il y avait un rattrapage à faire. Parce qu'on voulait s'assurer aussi que les gens demeurent en poste, on voulait s'assurer qu'il y ait un service de qualité auprès de la population. Puis c'est une question de rétention et d'attraction, ce sont les échanges qu'on a eus à l'époque, au moment où on écrit le document. C'est bon. Est-ce que ça serait possible aussi de vous nous dire que l'impact quand le fait d'élever un échelon, ça donne 1,85, puis sur 5 ans, ça fait un impact de 346 534. C'est possible de nous le démontrer, ce chiffre-là? Bien là, on ne fera pas cette démonstration-là à soir pour commencer, parce que de toute façon, on a eu une rencontre le 30 janvier dernier. Il y a eu des échanges qui ont continué. Ces échanges-là se sont faits à huis clos. Et on va maintenir les discussions à huis clos, puis on n'ira pas plus loin que là dans la discussion. Je vous ai expliqué qu'est-ce qui était écrit, là. Parce que c'était avant la rencontre du 30 qu'on a écrit ça. Oui. Mais après ça, il y a eu des échanges, puis tout le monde est tenu au huis clos. Puis ce soir, on va adopter qu'il y a une entente de principe qu'on s'est entendu. Puis après ça, les gens vont le présenter à leurs membres. Puis après ça, le document va être écrit, puis ça va devenir public, vous pourrez le consulter. Fait que là, il n'y a pas personne qui est capable de me faire la démonstration de ce chiffre-là. Ce soir, non. Parce que là, on en a pour 3 heures. Fait qu'on ne prendra pas 3 heures pour écrire. Non, je sais, mais... Non, mais c'est ça. C'est ça que ça veut dire. Puis on ne veut pas aller dans les détails. Puis je vais expliquer pourquoi. Okay. Il y a eu des négociations, puis il y a eu on a échangé ensemble, on a convenu de certaines affaires. On a dit qu'on respectait ce qu'on se disait, on respectait ce qu'on s'est dit. On ira pas plus loin que ça. Je trouve ça dommage que là, tout d'un coup, vous avez toujours dit ça. Là, vous nous présentez ça, puis on n'a pas pu vous questionner là-dessus. Vous auriez pu appeler au bureau avant aujourd'hui, puis avant le 30, puis on aurait pu vous expliquer ça. Mais parce qu'on est plusieurs à se poser la question. Fait que moi, ça a changé. Une nouvelle entente. Ça a évolué, là. Fait que on peut pas aller plus loin. C'est bon. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, j'en aurai une dernière. Ça dépasse un peu le temps. Allez-y pour la dernière. Oui. Oui, puis il y a le Zoom après. OK. Oui. En décembre 2022, il y a certains secteurs qui ont manqué de courant plusieurs jours. Puis vous étiez tous ébahis de voir qu'il n'y avait pas de plan d'urgence. Puis vous deviez regarder ça assez rapidement. Là, ça fait 13 mois encore, puis il ne semble pas avoir eu de plan d'urgence. J'ai jamais vu de plan d'urgence passer. Est-ce que ce dossier-là en est rendu? Bien, on n'est pas ébahis parce qu'il n'y avait pas de plan d'urgence, parce qu'il y en a un plan d'urgence. Okay? Donc, il est là. Est-ce qu'il doit être revu? La réponse est oui. On l'a dit à l'époque aussi. Est-ce qu'on a eu le temps d'en réécrire un autre? La réponse est non. Pourquoi? Parce que
Je pense que depuis l'automne passé, on vous a expliqué de séance en séance tout le travail qui a été fait au niveau administratif et il y avait des impératifs à rencontrer parce qu'on avait un plan d'intervention qui avait été mis en place en 2016 et il fallait faire rencontrer nos obligations par rapport au plan d'intervention. Puis ça a généré beaucoup d'échanges, beaucoup de travail avec le ministère des Affaires municipales de l'Habitation, la FQM qui nous a encadrés là-dedans également. Donc ça a été notre priorité. Et puis, vous savez qu'on a eu aussi quelques personnes qui ont occupé le poste là, par intérim au niveau de la direction. Là, maintenant, nous avons une stabilité. Les dossiers, on est allé avec des dossiers prioritaires. On fait ce qu'il y a de prioritaire, puis les choses vont s'enchaîner. Mais ceci étant dit, il y a un plan d'intervention quand même qui est là, puis qu'on va appliquer en cas d'urgence, puis on s'en est parlé, puis ça, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais éventuellement, il va y avoir des choses qu'il va falloir qu'on fasse, qu'on publicise, puis qu'on informe les gens de ça aussi. Comment ça va fonctionner. Mais à l'époque, l'année passée, quand il a manqué, on a tout circulé, puis on a fait le tour des rues, puis les employés faisaient le tour des maisons aussi, puis on allait s'assurer. J'ai été cogné à des portes, j'ai été voir des gens, puis on a parlé avec les gens, puis on s'est assuré que tout était correct. Donc, c'est sûr que dorénavant, il faudrait que ça fonctionne autrement, mais on va y voir. Là. Mais pour l'instant, s'il arrivait de quoi, on est en mesure de pouvoir réagir rapidement. C'est beau. C'est bon? Merci. Merci. Au niveau du Zoom, on avait des questions? Oui. Pourquoi acheter un balai mécanique prévu au PTI alors que vous nous avez fait miroiter que le balai que vous avez acheté était en parfait état et bon pour longtemps? Et à combien de reprises notre balai mécanique a été utilisé cet automne pour ramasser les feuilles comme vous nous l'aviez mentionné? Ah là là! Le balai mécanique est acheté, puis pourquoi qu'on l'a fait dans un souci, c'était de sauver des sous. Puis il y a eu beaucoup de réparations à faire au niveau de l'entretien. Donc, il y avait eu 2 personnes qui s'étaient déplacées, avaient magasiné, avaient regardé. Le propriétaire avait annoncé un peu qu'est-ce qu'il y avait à faire sur le show, mais finalement, de fil en aiguille, on s'est rendu compte qu'il y avait des instruments sur le balai qui ne fonctionnaient pas bien. Et ça a pris plus de temps pour le réparer et plus de sous également. Donc, à l'époque, quand on a acheté le balai, on l'a payé 25 000 ou 26 000, puis on a mis environ pas loin de 20 000 là, si je ne me trompe pas, là, au niveau de la mécanique là, sur le balai. Mais on savait que c'était sur du long terme là, qu'il y avait une économie à faire par rapport au balai mécanique. On a eu beaucoup de commentaires, il y a eu beaucoup de réactions des gens. Et c'est sûr que l'objectif d'avoir un balai, c'était de passer régulièrement parce qu'on a beaucoup d'entrées de maisons qui sont sur des montagnes. Quand il y a de l'érosion, le sable, où les roches se promènent puis se ramassent au niveau du pavé de l'asphalte, du chemin. Puis on voulait que ça soit bien nettoyé. Puis on voulait aussi passer le balai l'automne pour ramasser les feuilles pour éviter d'avoir à vider toutes les bouches d'égout et ces choses-là. Donc, cet automne, je pense qu'il n'a pas été passé, à ma connaissance, pour des raisons que je ne sais pas, j'ignore au moment où on se parle. Puis pourquoi qu'on en a mis un? Parce que je pense qu'on a besoin de cet outil-là. Puis on l'a mis au PTI parce que c'est des choses qu'on regarde pour du moyen long terme pour avoir de l'équipement, puis pouvoir aussi le partager avec d'autres villes. Et les autres villes aussi ont nettoyé leur rue, puis ils font de la location. Donc, si on est capable de se partager les outils qu'on a un et l'autre, ben c'est tant mieux, là. Mais voilà, ça répond à la question. Il y a l'autre question? Il n'y en a pas d'autres? OK. Donc, ça conclut la période de questions. Nous sommes maintenant rendus au point 8. Octroi de contrat. Donc, je vais passer la parole à M. Richard. Merci, M. le maire. Location d'un photocopieur multifonction. Considérant que le contrat de location du photocopieur vient d'échéance, considérant la proposition de 4 fournisseurs pour la location d'un photocopieur multifonction pour une période de 60 mois. Donc, on avait Toshiba pour un total de 138 par mois. On avait Konica Minolta à 130 et 76 par mois. On avait Canon à 258 par mois et Xerox à 191 et 42 par mois. Donc, considérant que l'appareil proposé par la compagnie Konica Minolta est moins dispendieuse et répond aux besoins de la ville. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise la directrice générale, Mme Maguette Lavigne, à signer pour et au nom de la ville de Château-Richer l'entente d'une location
d'un photocopieur multifonction, modèle Bizub C405-50i, de la compagnie de Konica Minolta, pour une durée de 5 ans. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous sommes rendus au point 9.2. Monsieur Martineau. Merci. 9.2. Nouvelle construction, projet de vélo solution au 85-20 boulevard Sainte-Anne. Considérant que le requérant soumet une demande pour construire un nouveau bâtiment commercial au 85-20 boulevard Sainte-Anne sur le lot numéro 4 583 489 du Cadastre du Québec. Considérant que le CCU a émis le 23 janvier 2024 une recommandation favorable quant à la construction du dit bâtiment, tel que présenté dans les plans de construction préparés par l'architecte. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise la construction du dit bâtiment au 85-20 boulevard Sainte-Anne, tel que présenté. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 9.3, M. Martineau. 9.3. Agrandissement du bâtiment commercial au 72-52 boulevard Sainte-Anne. Considérant que le requérant soumet une demande de permis pour agrandir le bâtiment commercial situé au 72-52 boulevard Sainte-Anne. Considérant que le CCU a émis le 23 janvier 2024 une recommandation favorable quant à l'agrandissement du dit bâtiment. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise l'agrandissement du bâtiment. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 9.4, M. Latour. Oui. Donc, nouvelle construction pour une résidence unifamiliale isolée, 87 Montée du Parc. Considérant que le requérant soumet une demande pour la construction d'une résidence unifamiliale à la dite adresse, considérant que la nouvelle construction proposée répond aux objectifs et aux critères du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que le CCU a émis le 23 janvier 2024 une recommandation favorable quant à la construction d'une résidence unifamiliale à la dite adresse, en conséquence, je propose que le conseil municipal autorise cette construction. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 10.1, M. Latour. Oui, toujours. Demande de contribution financière, Comité des Grandes Côtes. Considérant que la Ville de Château-Richer est en présence d'une demande de contribution financière provenant du Comité des Grandes Côtes, considérant que le Comité des Grandes Côtes entretient un chemin utilisé par une trentaine de propriétaires, dont la Ville de Château-Richer, en conséquence, je propose que le conseil municipal accorde un montant de 300 $ au Comité des Grandes Côtes pour l'entretien du chemin commun avec la Ville de Château-Richer. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. M. Robert, 10.2. Oui. Donc, 10.2, une demande de commandite du Club de marche Côte-de-Beaupré. Considérant que la Ville de Château-Richer est en présence d'une demande de contribution financière provenant du Club de marche Côte-de-Beaupré, considérant que le club demande une aide financière de 100 $ afin de permettre d'offrir des randonnées en joëlette aux personnes à mobilité réduite et aussi de se conformer aux critères de sécurité des clubs de randonnée en suivant 2 formations à cet effet. En conséquence, je propose que le conseil accorde un montant de 100 $ au club de marche Côte-de-Beaupré pour l'atteinte de leurs objectifs. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 10.3, qui est une demande d'autorisation pour le passage du Grand Défi Pierre-Lavoie. Cette année, le Défi Pierre-Lavoie, ils ont changé leur formule, puis ils vont faire une boucle. Donc, ils vont passer sur l'avenue Royale, ici à Château-Richer. Donc, l'événement va avoir lieu entre le 14 et le 16 juin. Donc, je pense que c'est le 15 qui vont passer ici à Château-Richer. Mais de toute façon, vous allez avoir tous les détails là, sur la page Facebook de la Ville et sur le site, la page web de la Ville également. Donc, on va pouvoir vous partager l'information. Donc, en conséquence, je propose donc que le Conseil autorise la tenue de cet événement dans la Ville. Puis, on s'est assuré aussi qu'un rapport soit fourni là, au niveau de la Sûreté du Québec là, par l'organisation de Pierre-Lavoie et qu'ils ont une assurance aussi responsabilité là, de 2 millions par rapport à l'activité ou en cas de dommage pour nous et qui doit vérifier aussi au niveau du ministère des Transports là, s'il y a des travaux qui vont être faits dans cette période-là également pour pas qu'ils nous en tiennent rigueur là, de ne pas les avoir informés. Donc, ils ont l'obligation eux-mêmes de s'en occuper. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est accepté, adopté à l'unanimité. Monsieur Latour, 10.4. Oui, Comité consultatif d'urbanisme, démission d'un membre citoyen
Considérant la lettre de démission de Mme Christelle Dignard à titre de membre citoyen du CCU, en conséquence, je propose de prendre acte de la démission de Mme Christelle Dignard à titre de membre citoyen du CCU. Je la remercie sincèrement pour les services rendus à la Ville avec ses commentaires là, constructifs et son implication. Là, puis, s'impliquer dans la Ville, là, c'est super comment je peux dire, constructif pour tous. Puis, ça fait lien avec la demande qu'on recherche un autre membre du CCU. Oui. Merci. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous sommes rendus au point 10.5, qui est une demande d'appui là, pour le projet éolien des Neiges, secteur sud. Donc, considérant que le besoin croissant en énergie propre et durable est indéniable et que l'énergie renouvelable, telle que l'énergie éolienne, joue un rôle essentiel dans la transition et vers un avenir énergétique plus respectueux de l'environnement. Donc, ça a aussi un effet là, de réduction de gaz à effet de serre. Ça fait aussi que le plan de développement durable là, de la côte de Beaupré, donc, qui a été fait en 2013 et 2018, et que le parc éolien de la MRC de la côte de Beaupré, partenariat avec Boralex, a été mis en service aussi depuis l'année 2015. Considérant également que le Fonds de développement régional, dont les montants proviennent de contributions du DIPAC, a permis de réaliser des projets aussi structurants, donc comme de notre chalet des loisirs, la piscine, et on a besoin de subventions pour faire ce genre de projet-là. Donc, c'est grâce aussi au fonds éolien. C'est grâce aussi au fonds éolien que Plus Mobile est gratuit. C'est sûr qu'on paye notre quote-part, mais pour les usagers, le passage est gratuit. Puis, on est en train de regarder également pour augmenter les services par rapport au transport en commun. Donc, ça fait des retombées qui sont importantes et qui nous permettent de réaliser ces projets-là, mais des retombées économiques et sociales aussi et environnementales pour la côte de Beaupré. Et considérant que le plan de développement durable des collectivités de la côte de Beaupré pour 2021 et 2025 vise notamment à poursuivre le développement de l'énergie durable. Donc, considérant aussi que ça crée de l'emploi et ça nous permet d'avoir une forme d'exploitation qui continue également. Considérant que les retombées financières de ce nouveau parc éolien permettront non seulement d'investir dans des projets d'immobilisation, des programmes d'aide, ainsi que des dons et commandites également, et qui auront pour effet d'améliorer la qualité de vie des citoyens de la côte de Beaupré, de diversifier en réalité les revenus de la MRC. Parce qu'on sait qu'une ville, on a besoin de revenus, puis les seuls revenus de taxation, c'est d'aller vers les citoyens ou les entreprises, mais d'avoir ce genre de revenus-là, autre que des subventions qui arrivent du gouvernement, on est chanceux. C'est pas toutes les MRC qui ont ce genre de subventions-là qui peuvent avoir de la MRC également. Donc, ça nous permet de pouvoir en faire plus comme MRC. Donc, considérant que le ministère de l'Environnement, de la lutte contre le changement climatique, de la faune et des parcs de M. Benoît Charret a confié un mandat d'enquête et d'audience publique au bureau d'audience publique qui s'appelle le BAP, qui débute aujourd'hui en réalité le 5 février 24. Je propose donc que la ville de Château-Richer, la municipalité de la ville de Château-Richer appuie la réalisation du projet éolien et transmet la résolution là, au ministère de l'Environnement, au député de la Côte de Beaupré, Mme Karianne Bourassa, et aussi à M. Lefrançois, qui est le préfet. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous sommes rendus au point 11, qui est la correspondance. Nous avons eu une correspondance. C'est une madame qui m'a envoyé une lettre, là, qui posait des questions par rapport à la négociation. Fait que c'est sûr que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'en ai parlé tout à l'heure au point d'information, mais je ne peux pas aller au-delà de ça parce que il y a une entente de huis clos et on doit attendre le processus qui va suivre. Et elle avait parlé aussi au niveau des frais juridiques, là, les coûts qui étaient reliés à ça. J'ai répondu également tout à l'heure là, pour dire que c'était un montant de 2 700 $ qui avait été utilisé parce qu'il y avait eu deux rencontres de consultation là, au début de décembre, si je ne me trompe pas, parce qu'on est allé au niveau des services essentiels. Puis aux alentours du 20-21 décembre, il y a eu aussi une requête donc, à laquelle on a dû répondre. Donc, c'est ce qui a amené les frais juridiques là, de 2 700 $ plus les taxes qui faisaient 3 300 à peu près. Donc, je viens de répondre à la lettre que nous avons reçue de la personne. Après ça, je pense que j'ai sauté d'autres choses. 12.1 dans le Varia. 12.1 dans le Varia. OK, j'ai sauté un... OK, correspondant, c'était beau. Donc, je vais passer la parole à 12.1, Mme Lefrançois. Oui, merci. Alors, le point 12, c'est un prérequis pour pouvoir faire les travaux prochainement. Alors, l'octroi d'un contrat pour la réalisation d'une étude géotechnique pour le projet de réfection
des rues de l'Église, Pichette, Trépanier, du Couvent et la rue La Plante. Alors, considérant que la Ville de Château-Richer a mandaté la Direction de l'ingénierie et infrastructure de la FQM pour rédiger et adjuger un mandat de service professionnel pour la réalisation d'une étude géotechnique pour le projet de réfection des rues que je viens de mentionner. Considérant que la Fédération québécoise des municipalités a analysé les soumissions reçues et l'analyse démontre que la firme Englobe Corporation possède la soumission conforme la plus basse, alors je recommande que le contrat soit octroyé à la firme Englobe Corporation au montant de 37 015,20 plus taxes pour la réalisation d'une étude de géotechnique pour les rues mentionnées et que la directrice générale, Mme Magali Lavigne, soit autorisée à signer tous les documents afférents. Merci donc ceux et celles qui sont d'accord. D'accord. Merci donc, c'est adopté à l'unanimité. 12.2, qui est la négociation, le point sur la négociation collective. Donc, considérant que la convention collective visant les salariés de la ville de Château-Richer est échue depuis le 31 décembre 2022, considérant que la ville et le syndicat croyaient avoir conclu une entente de principe le 11 décembre 2023, mais que des divergences d'interprétation de cette entente sont apparues dans les jours suivants. Considérant que depuis cette date, la Ville et le syndicat ont poursuivi les discussions afin de trouver une solution complète négociée pour la conclusion d'une nouvelle convention collective 23-27, ce que les parties ont réussi à faire au cours des derniers jours. Donc, en conséquence, je propose d'entériner l'entente de principe intervenue entre le syndicat des employés de la Ville de Château-Richer pour la conclusion d'une convention collective pour la période du 1er janvier 23 jusqu'au 31 décembre 27 et d'autoriser Mme Magali Lavigne, directrice générale, Gino Pouliot, maire, et Mme Guylaine François, conseillère, à signer la version finale de la convention collective 2023-2027 au nom de la Ville une fois que cette entente a été approuvée par les membres du syndicat en Assemblée générale. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 13, je pense qu'on est tous contents que ça soit, qu'on se soit entendu, que ça soit réglé. Le point 13, donc il y a une autre période de questions. C'est la même période de questions, mais c'est la deuxième partie. Je ne sais pas si j'ai le droit, on commence à nos deux questions pour la deuxième période. C'est la même période. Je reviendrai sur le montant qui est accordé, qui fait partie d'un prérequis, si je reprends le terme de Mme Lefrançois, pour les travaux sur la rue de l'Église, Pichette, du Couvent. Donc, c'est des travaux qui avaient été promis à l'époque du maire d'Encausse, qui n'ont jamais été réalisés. Donc, ça traîne depuis longtemps. Ma question est celle-ci. Est-ce que ces travaux prérequis-là, c'est en vue d'obtenir une subvention ou la subvention est déjà acquise? La subvention était déjà acquise parce que ces travaux-là, ça n'a pas traîné. C'était un plan d'intervention qui était fait en 2016. Non, mais c'est parce qu'il faut réaliser les travaux. Il faut quand même réaliser les travaux par étapes, puis il faut y aller aussi en fonction des budgets. Et il y a des subventions qui sont prévues, qui sont attachées à ces travaux-là, qu'on appelle la TEC. Donc, c'est des subventions qu'on revient sur la taxation de l'essence, qui revient aux villes, aux municipalités. Et ces taxes-là, les subventions-là, on les reçoit, puis il faut avoir un plan d'intervention pour pouvoir faire des travaux, réaliser des choses, des projets pour les 4 années qui s'en viennent. Donc, comme il y a eu la pandémie, puis il y a eu du retard dans les travaux avec les contracteurs et tout ça, on a eu une année d'extension pour les faire cette année. Ça aurait dû être fait l'année passée, mais comme qu'il y a eu la pandémie, tout ça, puis après ça, l'arrivée de Mme Lavigne également, on a mis à jour le plan, on a mis à jour ces demandes-là, puis on les exécute là, parce que la dernière année, il fallait les faire. Fait que c'est pour ça, cet automne, on a eu beaucoup de travail qui ont été reliés à ça, beaucoup d'évaluations. Est-ce que ça va? Oui, ça va. OK. Beaucoup d'évaluations qui ont été faites, donc les travaux vont être faits là, au printemps qui s'en vient. Donc, on t'arrête dessus le processus, là. Donc, c'est un processus qui est normal, c'est des travaux qui sont faits sur 4 ans. Là, comme là, cette année, nous, on va faire les travaux de l'année passée, qui devaient être faits parce qu'on a une extension. Il y a une nouvelle tech qui va arriver, nouveaux projets qui vont être mis en place, nouveau plan d'intervention à faire, puis on a 4 ans pour le faire. Mais la subvention est acquise. Oui, elle est acquise. OK. Oui. Parce que quand vous dites que vous expliquez que ça a traîné, là, je rappelle que c'était avant l'élection de 2017 que ça devait se faire, ça. Oui. Mais le plan d'intervention. Sous l'administration d'Encausse. Mais en termes de fonctionnement, M. Véro, ce qui est important de comprendre, c'est que le plan d'intervention, il est fait pour 5 ans. OK, pour une période de 5 ans.
Et je comprends que c'est 2016, mais il y a eu la pandémie, puis il y a eu des retards dans les affaires, mais les travaux suivent le cours, ils suivent le cours en fonction de la pandémie qu'on a eue. Très bien. Nous, on va en faire, puis ça va être le même pattern pour tout le monde, là. Marie-Ève Biloc, bonjour à tous. Bonjour. J'ai bien compris que vous aviez une entente de principe à huis clos. Par contre, au moment où est-ce que les tracts ont sorti, d'un côté ou de l'autre, j'aimerais savoir, je vous demande pas de détailler le chiffre, là, au moment que vous avez sorti la traque, combien d'employés syndiqués montaient d'échelon suite à l'enlèvement de l'échelon 6, là? Montait d'échelon. Oui. Ceux qui avaient un impact. Ben, Je demande pas des noms, je demande pas. Je veux juste savoir le nombre d'employés qui donnaient un impact. Sur l'ensemble des employés. Syndiqués, je précise. Sur l'ensemble des employés syndiqués, il y en avait 4 qui sont déjà plafonnés. Toutes les autres augmentaient, changeaient d'échelon à ce moment-là. Puis c'est ce qui va arriver aussi. Et il y a des gens qui ont du rattrapage là-dedans également. Mais tous les autres employés là, vont changer. On parle de combien? Je dirais une douzaine, hein? C'est une douzaine, c'est ça. Donc, une douzaine d'employés au moment d'écrire la traque est inclus dans le... Je me souviens plus du chiffre, là, j'ai pas la traque en avant de moi, là, que vous parliez. Là. Vous parlez de 12 employés qui montaient tous d'échelon. Oui. Syndiqués. Hein, on parle pas des non-syndiqués, là. Je parle Tout des à cols fait. bleus syndiqués. Bon, c'est ce que j'ai répondu à votre question, 12 syndiqués. 4 qui étaient déjà au maximum. Parfait. Merci beaucoup. Au plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, on a une autre en ligne, oui. J'ai posé une question de M. Denis Saint-Hilaire. Comme vous l'avez mentionné à plusieurs reprises, nous sommes pauvres collectivement. Alors pourquoi ne pas arrêter de donner des commandites, peu importe le montant, parce qu'une fois additionné, bon, ça fait des bons montants sur un an. Première question. Puis deuxième, les pancartes pour interdire les vélos dans Saint-Achille sont-elles arrivées et vont-elles être installées au printemps comme promis? Bon, pour les commanditaires, je pense que toutes les villes qui se respectent font des commanditaires, puis il faut encadrer ça parce qu'on n'a pas vraiment de réglementation qui existe présentement. C'est sûr qu'on va écrire une réglementation. Et dans le futur, qu'est-ce qu'on veut, c'est que les gens qui vont demander des commanditaires vont avoir un formulaire à compléter pour faire une demande en bonne et due forme d'une demande de commandite. Des fois, on a ça verbalement. On reçoit par la suite un courriel pour confirmer la demande. On veut encadrer ça. Présentement, la MRC donne aussi à la ville de Château-Richer environ 5 000 par année là, pour nous aider pour les commanditaires. Donc, on sert de ça aussi, ces sous-là là, pour répondre à un besoin. Puis je pense que c'est toujours dans le contexte, présentement, le contexte dans lequel on le donne pour des groupes ou des associations ou des gens qui font partie de Château-Richer pour les aider au niveau communautaire. L'autre question, c'est en lien avec les pancartes. Mme Lavigne m'a fait signe que oui, il est arrivé. Ils ne sont pas arrivés, mais ça va être fait. Donc, puis en même temps, il faut écrire la réglementation aussi qui va suivre avec ça. Donc, c'est des choses qu'ils ont à faire. On avait dit qu'on s'enlignerait pour mettre ça en place ou en vigueur là, vers le printemps. Donc, dès qu'on va pouvoir avoir la réglementation écrite pour que les policiers, la Sûreté du Québec puissent l'appliquer. Par contre, je mets quand même une petite bémol sur tout ça parce qu'on a reçu dernièrement un document de la Sûreté du Québec où ils demandent d'avoir une réglementation qui est uniformisée au niveau de la côte de Beaupré pour lui permettre d'appliquer les règlements à tout le monde. Donc, on doit s'entendre aussi entre nous autres, entre les villes, là, sur la réglementation et sur les termes là, de toutes les règles de sécurité qui doivent s'appliquer. Donc là, j'ai pas eu le temps de prendre connaissance de ce document-là, mais on va devoir regarder, se pencher sur ce document-là et discuter avec d'autres villes. Donc, je mets une bémol là, sur toutes ces choses-là parce que je veux voir là, qu'est-ce qui en ressort de la demande de la Sûreté du Québec. C'est beau? Ça va? Marie-Ève Biloc. Donc, à la séance du budget, à plusieurs reprises par le passé, la question vous demandant le fonds pour les carrières sablières, Oui. comptant Oui. la cote là, qui paye. Là. Oui. Donc, ça, au départ, ça devait servir
à arranger, entretenir la route Saint-Achille. Lors du budget, vous avez bel et bien dit, il nous manquait 30 000, ça fait 2 années en ligne, là, qu'il vous manque 30 000 dans le budget pour payer les comptes. Donc, à ce que j'ai compris, cet argent-là n'est jamais revenu pour réparer la route, pour entretenir la route comme ça aurait dû être au départ. J'ai pas dit qu'il avait manqué 30 000 pour 2 années. Là. Je peux pas avoir dit ça parce que... C'était entre parenthèses. Là. 30 000 entre parenthèses, c'est un chiffre négatif. Là. Je vais vous répondre, c'est pas pour 2 années, c'était pour l'année qu'on vient de passer. OK? Pourquoi? Parce que cette année, il y a eu moins d'entrée d'argent au niveau des redevances des carrières sablières. L'argent servait à quoi dans un premier temps? En moyenne, habituellement, il rentrait aux alentours de 120 000 par année. Puis je parle pas des périodes de la pandémie, là, parce que c'était en bas de ça. Mais par contre, il rentrait environ 120 000 par année. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, comme je vous disais, il y a 7 ou 8 ans, il y a eu des travaux qui ont été faits sur Saint-Achille et le rang Saint-Ignace, et ça a coûté 2,5 millions. Il y a eu 2 prêts qui ont été faits, 2 règlements d'emprunt qui ont été faits, sans subvention, qui ont coûté 2,5 millions. Ces subventions, ces prêts-là, il faut les rembourser. Ça, c'est des travaux, je dirais, importants, ce prix-là, à ce montant-là, qui ont été faits sur ces choses-là. Par contre, la chaussée est déjà abîmée. Et les travaux qui ont été faits n'ont pas duré dans le temps. Il reste encore 8 ans à payer ça. Puis ça, ça fait quand même quelques fois qu'on le répète, mais c'est important, votre question est importante, puis c'est important de se le redire puis de se le rappeler. Il reste encore 8 ans. Donc, l'argent qui rentre des carrières et sablières sert, dans un premier temps, à payer ce prêt-là. Et lorsqu'il reste des sous, on le met dans le compte, puis on accumule. Mais là, on n'accumule pas parce qu'on est dans le rouge par rapport à ce compte-là. Mais par contre, au niveau des travaux de la voirie, on a des sous d'attribuer et de prévus pour faire des réparations et faire de l'entretien de la route. Donc, les sous sont là cette année, mais on en a mis encore dans le budget. Le montant exact, là, je ne m'en souviens pas par cœur, là, mais on en a mis encore. On en avait mis l'année passée, puis on avait mis des montants additionnels. Je pense que c'est 25 000 là, de mémoire. L'année passée, on avait mis un montant plus spécifique pour le secteur, mais on avait mis un montant global additionnel de 75 000 qui était prévu pour l'entretien des chemins d'été qu'on appelle. C'est le thème qui est écrit dans le budget. Cette année, par cœur, je m'en souviens pas. J'ai pas pensé de regarder ça là, avant la séance. Là. Mais il y a des sous de prévus, puis les sous, ils vont être utilisés. Puis le directeur des travaux publics, avec les gens des cols bleus, ils vont faire les travaux qu'il y a à faire, puis les sous vont être pris à même ce budget-là qui est prévu. Donc, le 2,2 millions. 2,5. 2,5, excusez. 2,5 millions, au moment où ce que ça allait fait être dans cause, on n'avait pas obtenu la subvention qui devait prendre pour faire ça. C'est ça que vous me dites. Vous me confirmez qu'il n'y a pas eu de subvention. Je vous confirme qu'il n'y a pas eu de subvention. Je ne peux pas vous dire est-ce qu'il y en avait à l'époque, est-ce qu'il n'y en avait pas, quel genre de choix politique qu'ils ont fait, je ne sais pas. C'est un choix qui a été fait. Mais bon, on doit vivre avec ça. Et on a encore pour 8 ans à payer. Parfait, merci. Ça fait plaisir. Donc, ça conclut la période de questions. Donc, nous allons passer au point 13, qui est la levée de la séance du Conseil. Est-ce qu'on a d'autres questions, Mme Howinton? Non? Okay. Donc, on va pas. Oui? Oui. On est douce. Une dernière question, il y a un lien avec la rémunération des élus. En 2023, quand vous l'avez augmenté de 9,4 vous avez dit que c'était pour favoriser la relève. Là, cette année... On laisse finir sa question. Puis là, cette année, en augmentant juste de 2 avez-vous peur de dissuader la relève de se présenter en politique? Non, l'année passée, c'était le 9, quelques %, c'était l'augmentation résidentielle sur une maison moyenne de 250 000 qu'on avait faite. Nous, on s'était voté 6,3 %. Puis 6,3 %, c'était l'IPC, puis moi, ça me donnait 90 sous de l'heure à l'époque. C'est ça que ça me donnait. Voilà. Ben, ça ne répond pas à ma question. Avez-vous peur? Cette année, elle a augmenté juste de 2 ça va dissuader la relève? Écoute, comme je l'ai dit, on a fait un choix politique cette année à cause du budget, à cause des circonstances, à cause que l'année passée, on avait fait une belle augmentation. Je dis une belle, pas parce que je suis content, là, mais une augmentation substantielle pour les citoyens. Cette année, il y avait encore une augmentation à faire. Je pense qu'on a équilibré cette année le budget. On a fait le tour de toutes les sommes d'argent qui devaient être mis à jour, équilibrer aussi la répartition, la contribution entre les non-résidentiels et les résidentiels. On a répondu à l'audit. Donc, on a équilibré cette enveloppe-là. L'année prochaine, c'est une autre année. Donc,
c'est un choix qui était fait, là. Puis quand même, j'aurais augmenté de 4 5 ça aurait fait quoi là, dans ma vie? Là? Absolument rien. Là. On parle de 10 cents. Fait que, à un moment donné, c'est un geste. C'est plus un geste que d'autres choses. C'est pas la question de l'argent. Là. Des gens, ils voient monter un pourcentage, mais c'est pas ça. Là. C'est qu'est-ce que ça donne dans la vraie vie. Là, c'est ça qui est important. Tantôt, quand vous avez parlé de votre salaire avec la MRC, c'est quand même près de 65 000. Là. Non, c'est pas 65 000, là, à moins que je ne sais pas compter. Là. Mais c'est pas 65 000. Ben, moi, j'ai pris le rapport audité. OK, mais regarde, moi, je n'ai pas regardé ça, mais c'est pas 65 000. Ben, en tout cas, il est audité, puis c'est marqué 65 000. Fait que... Ben, tant mieux pour moi. Vous validerez ça dans votre compte. Je vais aller demander ma rétro, laisse-moi te le dire. Vous validez votre compte bancaire, c'est ce qui balance pas. Non, parce que j'ai 33 000 de la ville, de Château-Richer, puis j'ai à peu près 14 000, puis on l'a voté, là, on va l'adopter demain, là, mercredi. C'est même pas 14 000, là. Ça fait que ça fait 47, 48, j'ai dit 50. Regarde, là. Donc, ça conclut. Donc, la levée de l'Assemblée, donc le 13.1, donc la levée de la séance ordinaire du 5 d'aujourd'hui. Donc, je redonne un proposeur, une proposeuse. Je propose. Donc, Mme Lefrançois propose la levée de l'Assemblée. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Merci d'être présent. Merci.